Quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode numéro 262, c'est le 14 juillet 265. Mais pour nous, vive la 265, France. C'est le 14 juillet et pour nous, c'est pas férié. Non. On a oublié les drapeaux. D'ailleurs, si c'était 266, si on a additionné le 2, le 6 et le 6, ça faisait 14. Illuminati, tout ça. Là, ça fait 13. Donc... Vendredi 13. Il va falloir trouver un autre truc. Mais le 14. Porte-bonheur. Mais on est le 14. Du coup, je sais pas, cherchez pas d'explication à cette vanne qui n'ira nulle part. Bon, j'espère que vous allez bien. Il fait pas trop chaud ces jours-ci, c'est plutôt plus agréable. Ouais, c'est cool ça. Ça fait du bien. Par contre, a priori, semaine prochaine, c'est le décès en boucle. Hein. Ah bah déjà, ce week-end, je crois que. Ouais, mais mardi. Ouais, mardi. Ce week-end, je vais à la plage. C'est vrai? Où ça? Lacano. Lacano Beach. Tu fais quoi, Charlie, ce week-end? On va à la plage à Lacano? Demain, on y va? Allez. Allez, go. Demain matin, je vais faire un escape game. Ils ont ouvert apparemment un escape game à Lacano qui est hyper génial. Et c'est les mecs de Escape Hunt à la gare qui nous ont dit ça. Celui qu'on avait fait, Charlotte? Ouais, exactement. On a fait un autre lundi qui a ouvert, mais il est hyper grand, il est génial. Il faut être 6 minimum. Et au niveau des énigmes et tout, c'est pas des cadenas, enfin il y a très peu de cadenas, il y a vachement de trucs interactifs, c'est génial. Et du coup, on va faire un autre demain, qui nous a été conseillé. Donc, ça va, on s'amuse. Bah voilà un petit drapeau sur l'écran. Merci. Merci. Merci, Jean-Jeff. Je sais pas qui c'est, mais il est Merci cool. pour le don aussi de 2€ Whipping J. Bon, surtout, essayez d'appeler les bots du follow, histoire qu'on ait plein de follow ce soir. Si quelqu'un peut lancer une incantation, ça serait sympa. Yolo. Salut Petro Porto. Bon. Et du coup, bonsoir aussi à YouTube. Ouais, salut YouTube. Salut YouTube, donc, Petro salut et tout Malchi et la Postec. Voilà, même si on sait que la meilleure chatroom est quand même sur Twitch. Je veux pas foutre la merde, tout ça. Jeff à la régie, évidemment. Ça va, Jeff? Bon, ok. Donc Timo, Charlie et moi-même pour animer cette magnifique émission ce soir, s'il en est. Spécial bonhomme. Spécial bonhomme. Attends, est-ce qu'il y a des sujets avec des filles? Oh putain, on a vraiment déconné jusqu'au bout, les gars. On peut en caler une ou deux. Ouais, allez, sur la 4. On va essayer de faire un truc pas trop sexiste. Ouais, on peut en mettre une ou deux. Bon, parfait. Allez, sur ce, donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la partie 1. Sur ce. Tu l'avais relevé. Je t'ai vu. Je voulais rien dire, mais bon. Donc, partie 1 de l'émission. Ça va être long cette émission. Ça va être l'enfer. Comme. Alors, du coup, parlons de Croque-Mitaine. Ouais, un comics. Petit comics sorti chez Glénat Comics que j'ai découvert. Alors, ça fait un bout de temps qu'il est sorti en vrai, mais il y a le tome 2 qui est sorti récemment. Donc, je vais faire la Marie. Il est sorti, il était en tête de gondole quand je suis allé chez Pulps, et ça faisait un bout de temps, franchement, que je voyais la couverture, je trouvais ça assez cool. Croque-Mitaine, je trouvais ça un peu étrange pour un nom de comics, et en fait, quand j'ai commencé à feuilleter, tous c'est français. Donc c'est deux mecs français que je ne connaissais absolument pas et qui ont fait ce magnifique ouvrage. Croque-Mitaine, ça parle de Elliot, un petit gamin qui a toujours été toujours été intéressé par les histoires autour des croque-mitaines. Il est persuadé qu'il y en a un qui vit dans sa cave avec un chien et tout. Et du coup il se renseigne énormément, il arrête pas de lire des trucs comme ça. Et un soir, quelqu'un va frapper chez eux
et va buter les parents de Elliot. Donc, ben voilà la bonne idée. Petit gamin, ça commence super bien et le mec qui bute les parents, il est contrôlé par un croque-mitaine. Il y en a plusieurs des croque-mitaines, exactement. Je le montre ou pas? Oh, tu peux le montrer, c'est au début. Donc, et c'est à partir de là qu'il va faire la rencontre d'un autre croque-mitaine qui va décider de l'aider, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et ça va se dérouler sur 2 tomes. C'est un truc, une sorte de road trip en fait, sur toute une nuit, où le croque-mitaine et Elliot vont vivre une histoire ensemble. Ça fonctionne. J'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais je vais me choper le tome 2 très rapidement parce que j'ai vraiment trouvé ça énorme. Le dessin fonctionne hyper bien, il est, joli, il est hyper léché, les couleurs fonctionnent super bien, c'est très dynamique, c'est assez violent par moment, mais ça reste quand même lisible par le plus grand monde, quoi. C'est pas non plus hyper gore. Et on finit par s'attacher en fait à ce croque-mitaine. Ils ont réussi à instaurer une mythologie autour des croque-mitaines, un truc qui n'existait pas, avec des concepts hyper intéressants. Et du coup, t'as envie d'en savoir plus. Et quand tu finis le tome, tu te dis putain, c'est déjà fini. C'est le truc qui fait un peu chier parce que t'as vraiment envie de continuer. Ah, ça c'est cool. Et à la fin, il y a des travaux préparatoires et une interview des deux. Oui. Donc du dessinateur et du scénariste qui est hyper intéressante sur le processus de création, sur comment ils se sont rencontrés. C'est vraiment une grosse tuerie. Pas mal. Les dessins ont l'air vraiment chouettes. C'est très chouette. L'univers graphique, c'est pas donné, mais c'est ça me chouette. plaît pas mal. Oui, il est à 17,50, c'est ça 17,95. 17,95, ouais. Alors peut-être parce que c'est français et du coup les artistes français coûtent un peu plus cher, mais... Bah tu sais, c'est comme en France, hein, t'as Ça se vend 7G moins, à payer, donc, ce genre de trucs, ouais. tu vois. Donc, mais bon, franchement c'est un bon... Enfin, c'est hyper fini, c'est hyper léché comme travail, donc pour moi ça mérite le prix parce que par rapport à une BD de juste 42 pages, là t'en as beaucoup plus. Et ça claque sa race, quoi. Honnêtement, c'est très très chouette. Ouais, moi aussi je trouve que c'est super chouette. Alors là, si l'histoire est bien en plus. Ouais, non mais franchement. Ils ont prévu d'en faire pas mal ou pas? A priori, ça se termine au tome 2. Ah oui, d'accord. Et du coup, je sais pas s'ils vont continuer sur toute cette mythologie des croque-mitaines. En gros, tu sens que c'est plus une écriture de BD franco-belge ou une organisation des cases de BD franco-belge ou c'est vraiment comics? Ça fait vraiment comics quand même. Hein. Okay. C'est un comics français, quoi. Tu saurais pas que c'est français. Tu te dirais pas, tiens, c'est étrange par rapport à d'habitude, quoi. C'est vraiment. Ce qui est cool, c'est comme tu dis, ça fait pas 42 pages, quoi. Ça. C'est pas comme la BD que je suis en train de faire, qui sortira dans 3 ans et demi. Voilà. mais non, mais c'est top, ok. Donc ça s'appelle Croque-Mitaine. Ouais. C'est de Salvia et Jet. Ouais, IDW. Oui, tiens, IDW. Ça doit être édité aussi aux États-Unis. Ouais. Mais c'est de Glénat Comics. Glénat Comics, ok. Très bien. Parfait. Ben voilà, News Vive la France. Voilà. Le 14 juillet. Exactement. Cocorico. La France. La France. De la France à la Transylvanie, il n'y a qu'un pas. C'est vrai. Ou presque. Je pense, ouais. Ouais, à peu près. Je fais ça. 1 heure de vol, hein. Au moins. En avion. Ouais. 1h30, allez, disons. C'est pas à Melun, ça, la Transylvanie? Possible. Non. La Transylvanie, c'est pas non plus au bois de Boulogne, ça c'est autre chose. C'est ça que je cherchais. Non. Pardon. Alors, bon, je me permets pas souvent de foutre la merde, etc. Mais est-ce qu'en fait ce soir t'as prévu de t'énerver avec tout le monde, les communautés? Tout le monde. J'aurais dû mettre mon bracelet pour que les gens comprennent que c'était une vanne. Mais bon. Bref, alors, on va parler de Castlevania. Ouais. Castlevania, vous connaissez sans doute ce jeu vidéo des années du jeu vidéo. 90 quand même. Ouais, 80, ça a commencé un peu avant, 85, 86 je crois. Il y en a eu, je crois qu'il y a eu une trentaine de jeux ou au moins une vingtaine de jeux vidéo. Et donc là, plus que de Mario, t'imagines? Ouais. Non, peut-être pas. Non, Mario. Non, c'est vrai, parce qu'après si tu comptes plus que Final Fantasy. Si tu comptes tous les Mario, bon. Ouais, donc c'est une série qui arrive sur Netflix, qui avait été initiée en fait, une série animée qui avait été initiée en 2007, sauf qu'ils avaient eu des soucis de financement et ils n'ont pas pu la sortir à l'époque. Et donc là, ils ont trouvé un studio pour la sortir, plus l'apport de Netflix.
et ils se sont lancés. Donc c'est basé sur le jeu vidéo, spécifiquement, en tout cas la première saison, sur Castlevania 3. Je me souviens y avoir joué et il était pas mal en fait. C'est pas des numéros mythiques de la saga. Je sais pas, mais en tout cas moi c'est un des plus connus. Ouais, moi c'est un de ceux avec lequel j'ai découvert aussi Castlevania et qui m'a beaucoup plu quoi. Et donc on suit Trevor, on va suivre plein de personnages, mais en tout cas parmi tous les Belmont, parce que pour rappel la série c'est basé sur Dracula qui réapparaît tous les 100 ans, des fois un petit peu avant, et qui se bat contre la famille Belmont. Ou plutôt la famille Belmont qui essaie d'arrêter à chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc là on suit Trevor. C'est un peu les Winchester mais c'est ça. Version Belmont. Version anti-Dracula. De père en fils quoi. Donc c'est sorti sur Netflix, il y a 4 épisodes. Alors il n'y a que 4 épisodes de 20 minutes pour l'instant. C'est court c'est la saison 1. Et ça commence donc avec Lisa qui arrive au château de Dracula. Lisa c'est donc ça se passe je sais plus en quelle année, c'est en 1500 ou 1450 par là. Ouais, mais tu vas voir, elle va mal finir. Donc dès le premier épisode, je vous spoil pas trop, dès le premier épisode, donc on voit Lisa qui est une femme de science, donc à l'époque c'était mal les sciences, qui arrive, elle en a marre, donc elle va chercher de l'aide auprès de Dracula parce que lui, niveau technologique et science, il est très avancé. Donc elle va le voir et elle arrive à le convaincre de travailler avec lui. Et aussi de le convaincre que les hommes ils sont pas si mal que ça, merci etc. pour les follow, tous les followers. Si vous êtes là, répondez. Tapez 3 fois si vous avez vu Castlevania. Et donc petit à petit, donc elle devient sa femme et ça enchaîne directement 20 ans après. Et 20 ans après, ça se passe mal pour elle. Elle a voulu descendre, elle en a eu. Voilà. Elle finit au bûcher parce que forcément tous les gens du... Elle a voulu descendre, elle en a une. Tous les gens de l'église la prennent pour une sorcière et donc comme toutes les sorcières à l'époque, elle finit au bûcher. D'accord. Donc ça c'est juste le premier épisode, donc forcément Dracula quand il va revenir, ça va pas lui plaire qu'on ait brûlé sa femme. Pourtant elle lui dit, elle fait pardonne-les, ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça, elle lui dit ne t'énerve pas, voilà, et non en fait, Jeanne, au secours. Il va très mal le prendre et au lieu de les défoncer tout de suite, il leur dit je vous défoncerai un an, bande de bâtards. Vous avez 1 an pour essayer de redevenir réglo, de vous casser. De vous casser Cassez-vous. Et dans 1 an je reviens et je défonce tout le monde. Et donc après la série ça enchaîne 1 an après directement. Personne n'a bougé. Voilà, personne n'a bougé, donc ça va fighter. Donc il va y avoir du démon, il va y avoir plein de monstres qui vont envahir, comment ça s'appelle, c'est Valakia, voilà. Le pays de Dracula et de tout le monde. Et voilà, donc on va suivre Trevor Belmont qui lui est un super... il a le fouet comme dans le jeu, le fouet magique, voilà, il a son épée, il est super agile, mais il est un peu alcoolique. Donc ça donne des situations un peu rigolotes au début. Un peu blasé, ouais, un peu vénère aussi. Voilà, et après je vais pas en dire plus sur l'histoire, mais à la fin des 4 épisodes, il constitue une petite équipe avec 2 autres personnages, et tu sens que ça va envoyer du pâté sur la saison 2. C'est 2 personnages qui existaient dans la saga, tu sais ou pas? Oui. Ouais. Oh le gif. D'accord. Même que tu incarnes, je crois. Joli le gif. À Lucard, tu joues. Voilà, à Lucard pour ceux qui le connaissent. Et voilà, donc moi je trouve que c'est plus un prologue finalement à quelque chose que ça sent l'intro qu'une saison 1 quoi, parce que ça passe, en fait, ça passe très vite. Ça sonne plutôt comme un épisode pilote qui aurait été découpé en 4. Ouais, mais franchement ça fait ça, au vu du final, ça fait vraiment bon, c'est maintenant que tout va commencer quoi. Bon écoute, donc ça vous a plu quand même? Moi ça m'a plu, il y a eu un petit creux au milieu où je me suis dit est-ce que je continue ou pas, puis le final est vraiment bien. Après il y a aussi côté animation, enfin je trouve que c'est assez inégal au niveau animation et au niveau dessin. Il y a des plans qui sont superbes, super beaux et super bien animés, et t'en as où tu sens que c'est le truc fait à la va-vite parce qu'ils avaient pas trop de budget. Au niveau de l'épisode 1, il y a des passages où Dracula s'énerve qui sont hyper bien incarnés. Niveau visuel, c'est hyper recherché, hyper fouillé. Okay. Mais c'est vrai que par moments, ça fait très inégal juste pour certains plans. Comme Dragon Ball Super. Ouais, quasi. Non, c'est pas aussi poussé. pire que ça. Non, juste pour 4 épisodes, ils sont un peu. Non, parce que t'as toujours les fonds qui sont hyper soignés, hyper beaux. Au niveau de l'animation, c'est quand même
pas déconnant. Et sur l'épisode final, il y a une baston qui est hyper dynamique, ça fonctionne carrément bien. La baston finale du dernier épisode, tu sens qu'ils ont mis le budget là-dessus, quoi. Je pense que tout est parti Métal, là. regarde ce qu'elle fait avec ses Et doigts. au tout début aussi. Ouais. Métal, par le pouvoir du métal. Après, moi, concrètement, je me suis quand même fait chier de l'épisode 1 à l'épisode 4. Hein. Il y a juste. Toute la saison, quoi. Juste à la moitié de entre les deux. l'épisode. En fait, t'as commencé à te faire chier à la moitié de l'épisode 1 et t'as arrêté à la moitié de Dans l'épisode les 4. épisodes 2-3, Ouais, c'est vrai c'est un que... peu ça. En fait, ils ont voulu instaurer une espèce d'ambiance ambiance malsaine de bas-fond ou de Ouais, je vois ce que tu veux bas-fond paysan, un peu des gros pécores vraiment tout pourris ça marche pas. Les dialogues, déjà le doublage, que ce soit en anglais ou en français, je le trouve vraiment naze. Ouais. Je trouve que ça arrive pas à mettre de la profondeur dans l'ambiance et je trouve que ça fait faux, ça passe pas. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La scène dans la taverne, ouais, elle est dure. Ça marche Il y a pas. Asram qui dit qu'en fait ils avaient pas de budget, donc c'était plus un test grandeur nature et vu les retours en fait. Je pense que vu qu'il y avait que 4 épisodes, ils ont dû faire un test, voir si ça prenait, et si ça prend, après peut-être qu'on a une Ouais, mais un peu plus d'argent. Tu voulais dire un truc, Jeff? Ouais. S'il y a un truc que j'ai retenu des Castlevania, et pourtant ça fait quand même quelques années que j'y ai pas joué, c'était la musique. Ah oui. Bah là, il y en a pas. Hein. Et ben là, il y en a pas. Oh merde. Parce C'est que ça, c'était vraiment l'ambiance le est naze. truc. Il n'y a pas d'ambiance. Il y avait une assez bonne ambiance musicale. Tiens, même au 14 juillet, on a Daft Punk, et là, dans Castlevania, ils sont pas foutus de nous mettre la musique du jeu, quoi. Mais blague à part, le découpage, enfin le décalage en fait du jeu qui est assez gothique, Ouais. avec des rythmes qui étaient plutôt mouvementés, parfois lyriques Oui. mais parfois hyper mouvementés, c'était pas mal. c'était top, hein. Et je trouve que ça manque un peu dans cet essai-là. Après, encore une fois, c'est qu'un essai de 4 épisodes. Oui. Donc faut Puis le le- juger que pour un essai de 4 Le épisodes. scénar, plus bateau, tu peux pas faire. Hein. Alors, Ouais. on nous pose une question dans la chatroom. C'est Virtanas qui demande sur l'échelle Doctor Who, Timo, tu le situes à quel. Sachant que pour moi, Doctor Who, c'est bien. Ah. Ça fausse un peu ton échelle. Ah D'ailleurs, Doctor Who, puisqu'on en parle, dimanche, nouveau docteur. Ah ouais Ouais, ils vont annoncer nouveau docteur après la finale femme du tournoi de tennis, je crois. Donc, je sais où sera Jeff dimanche. Devant mon écran. Devant le tennis. Voilà. Parce que le tennis l'intéresse beaucoup, le tennis féminin. Grave. Et Bah oui, il va se dire, il en parle tout. quand est-ce que ça finit, quand est-ce que ça finit et tout ça. Mais bon, bref. J'ai bien aimé moi, le dessin est assez inégal mais bien sympathique, nous dit Valguard. Ouais, non, le dessin, mais... c'est pas le problème, hein. Ouais. Parfait. C'est même Enfin, après, au-delà de ça, il y a aussi des scènes vraiment gore. J'ai trouvé. Ouais, par contre, c'est pas un C'est animé bien- pour gamins. Hein. Ouais, Until Dawn. c'est bien annoncé que c'est moins de 18 Ouais. et... Pas pour les enfants. Oui, c'est écrit pas pour les enfants en gros, et ouais, il y a des mecs qui Ok. sont tranchés. Enfin, Ouais, quand les bêtes attaquent, ça attaque. Sur une échelle de 14 à 85. Bah oui, je mettrais 57. 57. 60. Ok, très bien, merci beaucoup. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Bon, au mais pire, c'est voilà. 1 heure, ça dure 1 heure, Ouais, donc voilà, vous ça pouvez va vous pas faire un prendre avis longtemps, hein. assez rapidement. Quoi. Sur ce, donc on passe à la suite. Le sujet de Charlie. Parce qu'il y a que lui qui l'a vu. Que j'ai pas préparé parce que je pensais que vous l'aviez vu aussi. On est mal. Attends. Spider-Man Homecoming. Voilà, on va parler un petit peu du puceau en collant. En collant rouge. Tisse d'étoiles. Qu'est-ce qui passe ça? C'est moche. C'est très moche. Hein. C'est Ils très nous moche, la envoient des- chatroom. Ouais. Ah, Ouais. c'est pas, c'est Castlevania. Donc Spider-Man qui est sorti ce mercredi, le 12. Yep. Envoyez-nous plutôt des. Non. Déjà, dire putain, envoyez-nous des gifs de Spider-Man, mais je sais quels gifs ils vont nous envoyer. Celui de. Non. On pense tous au même, donc non. Non, vous pensez auquel? Bon, on le celui de verra la après. faciale. Ah non, je pensais à celui où il tape sur les fesses. Je l'ai passé dans un Ah oui, c'est vrai, il était bon. Je pense que c'est Ouais, celui-là c'en que est l'on va un, voir. Ouais, moi aussi, je pense c'est au Tobey même. Maguire qui tire, ça part hyper loin et ça arrive sur une faciale d'une nana. Très bien. Non, évidemment, nous sommes une émission tout public. Ah, C'est non. l'histoire de Donc, la vie, en même temps, un cours de sciences. Non, ouais, peut-être pas, mais voilà. Donc, tu as été voir ce fameux Spider-Man Homecoming. Voilà, qui est le reboot du reboot. Voilà, voilà, parfait. Tellement. J'adore ce truc. Donc, du coup, C'était pas celui-là, alors on va essayer de se concentrer. Voilà. ouais, Spider Cochon, tout ça, machin, Ouais, ce c'est qui s'est parti. marché au plafond. Donc, du coup,
Reboot. Le reboot du reboot, c'est Ouais, mais la troisième fois qu'on redémarre. Ouais, c'est la chenille qui redémarre. On redémarre pas de zéro parce que bon, il a déjà été piqué par l'araignée, tout ça, on n'en parle pas. En fait, c'est la suite de Civil War où on l'a déjà aperçu. Oui. Pour faire simple, en gros, c'est le premier Spider-Man qui s'inscrit dans le MCU, donc dans le Marvel Cinematic Universe. Le film de Marvel. Donc voilà, là en fait, il rejoint l'écurie des super-héros que l'on a chez... Putain, l'écurie des super-héros que l'on a chez Marvel, donc avec Iron Man. Ils se sont enfin mis d'accord avec Sony parce qu'il y a des problèmes de licence, tout ça. Donc voilà. Là, c'est bon, ils ont pas surtout. Mais pas surtout. Dans la promo, il y a eu vachement de trucs où oui, Venom, il fait partie du même. Non, c'est que Spider-Man en fait et quelques vilains, mais pas tous déjà. Je pense que je sais pas si le bouffon vert. Les films Venom, il y aura un film Venom, il sera dans le même univers, mais on saura pas trop. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme Deadpool finalement. Voilà. Donc voilà, c'est Tom Holland qui reprend le flambeau. Je pense qu'il est plus jeune que les deux acteurs précédents et finalement c'est mieux parce que ça colle mieux, en tout cas aux comics que moi j'ai lu où il était vraiment ado, collège, tout ça. Lycée, quoi, dans lesquels il est vraiment tout le temps sur la déconne et là franchement tout le film c'est ça quoi. Après Cyborg a dit Best Spider-Man movie, nous dit son père, donc Ah bah ouais. D'accord. Mais écoute, moi j'ai pas trop aimé la première trilogie, j'ai pas aimé la deuxième. J'ai pas vu la deuxième du tout. Et du coup celui-là j'allais le voir vraiment à reculons et j'ai adoré. Ah ouais. J'ai adoré. J'ai rigolé du début à la fin. Toutes les blagues avec son pote là. C'est une vraie comédie. Ouais, c'est une vraie comédie. Qu'est-ce que ça fait là ça? La meilleure vidéo. Non mais. Ah j'adore. Tom le fils de François. Exactement. Ouais. François Hollande. Donc on démarre juste après Civil War. Même en parallèle quoi, il se fait une petite vidéo lui-même avec son caméscope de ce qu'il est en train de lui arriver. Ça lui mérite. Le passage qu'on voit dans le trailer. Ouais. Voilà, et tout ça c'est trop drôle quoi. Tony Stark, tu le vois un petit peu, mais il est pas trop envahissant. J'avais peur que ce soit un peu comme les Captain America où finalement ça devient carrément des Avengers. Ouais. Là, tu vois Tony Stark un peu au début, tu le vois un tout petit peu au milieu et à la fin, mais c'est pas envahissant, c'est vraiment un film de Spider-Man. Okay. Ouais, voilà, c'est vraiment Spider-Man quoi. Non, je dirais plus c'est Spider-Man. Spider-Man. Si vous dites Spider-Man, à la française. Que, 14 juillet, Spider-Man. Spider-Man. L'homme araignée. C'est ça. Alors voilà. 14 juillet. Donc ça démarre où il est toujours. Mais les mecs, les gifs sont magnifiques. Il s'est fait très très mal. Hein. Je pense que lui il est en PLS. Son bras, ouais. Oh putain. Il est mort. Il a PLS. Ah ouais, non. Ce gif, en vrai, il est pas drôle. En vrai, il est moins drôle. Ouais. La franche touche. Donc, ok. Donc, évidemment, c'est le geek de service. Voilà, on suit beaucoup son histoire au collège. Il apprend à devenir Spider-Man. Tony Stark, il veut pas s'en occuper, quoi. Il lui dit non, mais t'es pas assez fort pour l'instant. Vis ta vie. Il lui donne quand même son costume. Mais lui, ce qu'il veut, c'est intégrer l'Avenger. Donc tu le vois, il essaie de se rendre utile, mais Tony Stark, il s'en fout de sa vie. Donc il essaie de se rendre utile avec plein de situations trop drôles. Il en finit par aider les mémés à traverser la rue. Enfin, c'est du gros n'importe quoi au début. Et puis après, il repère le méchant. Donc vous l'avez sûrement vu dans la bande-annonce, le méchant, ça va être le Vautour. Avec ses ailes mécaniques. En fait, le Vautour, il a une entreprise qui récupère les déchets suite à Avengers. Ça s'inscrit vraiment dans le MCU, donc il parle de ce qui s'est passé à New York, etc. Avec les Chitauri. Voilà, avec les Chitauri. L'événement, comme ils disent tous dans toutes les séries des Defenders et tout ça. Là. Voilà, événements de donc le Vautour, il a une boîte privée au tout début qui récupère ses déchets pour les détruire. Sauf que, comme ils se font virer, finalement, ils en gardent quelques-uns sous le manteau. Et puis, ils ont trouvé des artefacts Chitauri. Avec le bricoleur qui est également dans les comics, ils vont commencer à fabriquer des armes. Du coup, c'est comme ça qu'on va avoir le Shocker et le Vautour. C'est des méchants qui restent quand même, on n'est pas dans des méchants de la dimension de ce qu'on retrouve dans Captain America ou Avengers, ça reste des méchants accessibles pour un Spider-Man qui est en train de se construire. Donc il y a des gens qui trouvent que c'est pas assez énorme, pas assez... ils sauvent pas le monde. Ils n'ont pas assez d'envergure. Ils n'ont pas assez d'envergure, mais moi je trouve quand même que ça reste assez logique par rapport à l'évolution du perso. Oui, parce qu'en gros là on est sur un Spider-Man qui est comment s'appelle qui est déjà piqué comme tu dis machin, c'est pas l'origin story, mais en fait on est quand même dans la phase où il est pas
il n'est pas le super-héros auquel on s'attend. C'est un super-héros de quartier. Tony Stark. Non, mais en fait, c'est un super-héros de quartier. Oui, mais au même titre que Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et tout ça. Sauf que lui, il a son film. Sauf que lui, il veut plus, donc il va poursuivre le méchant pour essayer de faire ses preuves. Ok. Ici. Donc par rapport au film, donc bon, moi j'ai adoré. Tous les ressorts comiques, ça marche du début à la fin. Je pensais que ça allait s'essouffler, mais non, jusqu'à la fin, moi j'ai trouvé ça vachement drôle. Du coup, c'est fun comme les Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est. Enfin, le 2, je l'ai pas vu. Non, je parle du 1. Ouais. Non, on parle du 1. Le 2, il n'existe pas. Le 2, il est pas sorti. Ouais, c'est pas une ambiance sombre, c'est vraiment une ambiance déconnade. Avec la gestion des méchants. Ça a l'air quand même. D'un autre côté, Spider-Man, c'est quand même pas un héros, j'allais dire sérieux. C'est le héros le plus drôle des comics. C'est ça. Donc, avec Deadpool. Donc ça, oui, mais c'est quand même Spider-Man qui a commencé à être le héros fun, quoi. C'est lui à la base. Et ils ont bien retranscrit. Ils ont super bien retranscrit le truc. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bien. On le voyait un peu déjà dans Civil War finalement, où alors qu'il est en train de se battre, il dit « Oh, j'adore ce que vous faites » et machin. Ouais. Tu vois, tu sens ce côté un peu... il est fan du truc et ce qu'il y a de bien avec ce héros là finalement, c'est que c'est un peu comme si demain l'un d'entre nous se faisait piquer, tu vois, enfin on peut facilement s'identifier à ce personnage là qui se dit je vais devenir comme eux, je les adore et tout ça, enfin c'est un peu ça quoi, tu vois. Puis en plus ils ont visé un public jeune là, donc c'est parce que quand même les premières phases des films Marvel ça nous ciblait plutôt nous. Oui. Et là, c'est vraiment en mode nos héros qu'on connaît, là, ils vont prendre leur retraite, il va falloir des nouveaux et tout, donc il en faut un en nouvelle génération, machin. Et Spider-Man, ça parle en plus aux gamins, donc. Les deux seuls trucs que je peux lui reprocher, c'est la bataille finale qui est pas hyper lisible. Ok. Ah ouais. Mais bon. Et Tante May. Tante May, non, c'est très bien. Par contre, c'est drôle parce que l'actrice, j'ai vérifié quand même quel âge elle avait, parce que Tante May dans les comics, elle est vieille. Ah bah elle est vieille. Là, elle est censée être vieille, sauf que l'actrice qu'ils ont pris, finalement, elle a 52 ans, donc elle est pas toute jeune quand même. Mais vu comme elle est bien conservée, elle fait trop jeune. Du coup, ils lui remettent des vieilles lunettes pour la revieillir. Bon, mais non, elle est bien. Ça change des autres tantes May en tout cas. En même temps, une tante May, t'as une tante qui a une tante de 80 ans quoi, et plus personne, ça n'existe plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça marche bien. Et l'autre truc, c'est j'étais un peu surpris par son costume parce que c'est un costume fait par Tony Stark. Ah, qui est très technologique. Donc visuellement, il est pas très technologique, mais il y a plein de gadgets. Il a même une IA aussi qui lui parle. Ah ouais. Donc là, ça fait un. Ouais, là on l'a. Ouais, ça c'est le truc, l'espèce de truc qui balance à retardement et. Alors son costume, du coup, il lui donne plein de facultés au niveau de ses toiles, soit des jets simples, soit des jets triples, soit des jets grenades comme on a vu. Bon, ça encore, ça passe bien. Après, il y a d'autres petits trucs qui sont un peu trop technologiques, j'ai trouvé, mais. Le fait qu'il y ait une IA qui lui parle, c'est. Non, c'est un ressort comique qui fonctionne, mais du oui, feu mais de c'est comme Jarvis avec Iron Man. Ouais, voilà, ça fait. Tu sens que Iron Man, ça. Mais j'ai pas envie qu'il devienne un Iron Man, quoi, c'est ça. Le problème, c'est que Iron Man risque de pas rester. Ouais, non, mais voilà. Et donc, du coup, le remplacer par un Spider-Man qui serait le ressort comique avec le truc. Futur leader, pourquoi pas? Moi, ouais, c'est juste que je m'attendais pas trop à ça, mais finalement, ça marche bien. Et puis l'IA, elle lui sort des répliques aussi. Enfin, elle s'appelle comment, l'IA? Je sais plus comment elle s'appelle. C'est lui, il la renomme Karen ou un truc comme ça. Non, je sais plus le prénom. C'est lui qui lui donne un prénom, mais bon. Tante May plus jeune, c'est Avril Lavigne, nous dit Nico Popi. Oh putain, la blague. Mais Avril. Putain. On a la blague de la soirée. Alors, vous situez où Tante May entre Melania Trump et Brigitte Macron? Oh là là. Putain les gars. Bon non, mais on répondra évidemment pas à cette question. On va enchaîner. Ouais, alors en tout cas, je vous le recommande et restez bien pour la scène post-générique comme d'habitude. Bah évidemment. Elle est très très bonne celle. Très bonne. Elle est utile. Plus que les 7 post-génériques de Gardiens de la Galaxie 2. Je ne répondrai à aucune question. Ouais, mais elle est utile. Même sur la torture. Ok, très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'avant de faire une pause, je vais vous parler vite fait de Itigris. Itigris, c'est Alors, comment expliquer ça?
Si un jour vous avez un problème de serveur, et je parle pas financier, hein, je parle d'un problème de serveur qui ne fonctionne pas, vous cherchez quelqu'un pour votre infogérance, pour la sécurité, optimiser les scripts sur vos sites internet et tout ça, n'hésitez pas à aller voir sur itigris.com. Vous allez voir un charmant jeune homme qui va vous dépanner. Alors il va s'occuper de ça, de migrer vos serveurs, de vous aider à mettre en place des plans de sauvegarde par exemple, ce genre de choses. Si vous cherchez donc quelqu'un pour faire de l'infogérance, n'hésitez pas, donc itigris.com. Et sur ce donc, faisons une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la partie 2 de l'émission. Bon, partie 2 de l'émission, et là les gars, La news qui fait peur. très très peur. Nicky Larson va être adapté au cinéma. Français. Mais cette fois dans une comédie française. Et ça fait super peur. C'est Philippe Lachaud qui s'en occupe, qui a fait Babysitting 1 et 2 et Alibi.com. Alors j'ai vu qu'une partie de Babysitting, c'était une sorte de projet X. Le 1, je l'ai vu. C'était pas trop mal. Voilà. J'en ai vu aucun. Faut pas en attendre grand chose, mais c'était pas trop Ouais, voilà, faut vraiment pas en attendre grand chose. Mais bon, j'espère que ce sera une meilleure adaptation que genre Aladdin, tous les trucs comme ça là. Hein. Ah, mais est-ce qu'il y a Kev Adams dans le rôle de Nicky Larson? Putain, j'espère pas. Normalement, c'est lui, c'est le Il réalisateur file le casque qui pour fait jouer le premier Mammouth. rôle. Il va falloir que t'enlèves ta barbe par contre. C'est Mammouth. Ah oui. Ouais. Non, a priori, Nicky Larson, ce serait donc Philippe Lachaud qui l'incarnerait parce que dans tous les films qu'il fait, c'est lui le premier rôle. Donc, ah oui, carrément. C'est possible que ce soit lui. Un film de moi avec moi dans le premier rôle. Philippe Lachaud, Et, c'est qui ça? Je sais pas qui c'est. C'est le personnage principal de Babysitting 1, 2 et Alibi.com. Je vois blond. Il est blond. Ouais, c'est ça, il est blond. Ah ouais, c'est lui. Il ressemble pas du tout à Nicky Larson, mais bon, Ouais, c'est ça. Une perruque, ça change, mais bon. Christian Clavier, ah mais oui. Mais oui, Christian Clavier dans le rôle de Nicky Larson. Voilà. Ok. Tournage commence l'année prochaine. Allez, remettez des drapeaux de la France. Allez hop. Tournage prévu pour l'année prochaine et il dit sur le post Instagram, oui, c'est un dessin animé que j'ai toujours adoré et tout. Je ne veux pas, je ne veux pas décevoir la génération Dorothée, etc. Donc ouais, sauf que rappelez-vous, déjà la version Club Dorothée était édulcorée. Ouais, alors rien à voir. Moi j'ai lu le manga. Ah non, mais rien à voir. Ça a absolument rien à voir. Le je manga, pense que lui il a pas de problème de prostate, de cancer de la prostate. Ah non, c'est clair. Oh punaise. Mokori, en fait, il a sa tub qui fait twing et à chaque fois t'as Mokori qui est marqué ou bonjour. Ah oui. Ah oui, non, il y avait pas ça. Il y avait pas ça dans le Club Dorothée. C'est très centré sur sa bite. Hein. Ah ouais. Il défonce une charpente parce qu'il est bloqué sur un toit et il commence à avoir la gaule parce qu'il voit des nichons. Enfin, un décolleté, ça pète carrément toute la charpente. La charpente et la maison. C'est Baywatch, ça, non? C'est complètement con. C'est hyper drôle. C'est très pervers. Sans fin. Mais je sais pas s'il va s'en servir. Rappelez-vous, je crois que c'est Alexandre Aja qui lui est sur Cobra. On avait vu une affiche. Mais ça fait 1000 ans. Oui, mais voilà. Et en fait, il n'arrive pas à faire ce film, faute de financement et de plein de trucs. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas une comédie et c'est un film. Pourtant, Cobra, c'est marrant aussi. Hein. Ouais. Ah ben tiens, Charlie, c'est ça toi qui nous l'a mis. Charlie a posté l'image. Ok. Merci Charlie, c'est gentil. Il y a un film avec il ressemble beaucoup à Nicky Larson. Hein. En même temps, Jackie Chan, il ressemble pas non plus à Nicky Larson. Jackie Chan, ouais, non. Bon, enfin bref. Ça va être horrible. On verra bien. J'ai trop peur. On va parler d'un truc qui, par contre, a l'air un poil plus prometteur et encore. Et encore. On va parler des X-Men, mais attention, d'une des deux séries X-Men qui nous est promis cet automne. Et on va parler de X-Men Gifted, qui est, on va dire, celle qui se rapproche le plus de l'univers des X-Men. Films, ouais, de l'univers des films, parce qu'on a eu Légion aussi, hein, rappelez-vous. Qui est quand même plutôt éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir. T'enlèves que c'est des X-Men, tu sais pas que c'est des X-Men. Tu sais pas que c'est dans l'univers. Donc là, c'est en collaboration évidemment avec la Fox et Marvel. Donc The Gifted, c'est quoi? Ça raconte l'histoire d'une famille qui découvre que ses enfants ont des pouvoirs. Alors là, en fait, on le reconnaît à peine. C'est Macron? Non. Alors, justement, c'est ce que j'allais vous dire. On dirait un peu Macron, mais ça n'est pas lui. En fait, c'est... Bon, je vous le dis pas. Mais vous verrez.
Donc Macron découvre des X-Men. Non, je déconne. Vas-y, on voit la suite. Voilà. On a en fait une famille donc, dont les 2 enfants ont des pouvoirs, sont des mutants, donc un garçon et une fille. Et l'histoire commence par le gamin est pas bien dans sa peau, il se fait emmerder à l'école, c'est un truc très américain typique, et un jour il pète un plomb et ses pouvoirs se révèlent. C'est Carrie, quoi. Ouais, ça c'est sa sœur qui va se servir de ses pouvoirs pour faire tomber des bonbons dans une machine, machin. Donc tu découvres son pouvoir aussi comme ça et tout ça. Et elle lui montre et il dit ah c'est trop cool machin. Et lui il a pas de pouvoir donc il est un peu deg. Mais voilà. Et donc ses parents sont convoqués. Son père est joué par Kobe Bell, voilà, qui joue dans True Blood, le vampire. Voilà, Bill. c'est ça. Et elle, c'est une actrice fétiche de Joss Whedon qui jouait dans la série avec Elisa Dushku de Whedon, mais pas Buffy, l'autre. Dollhouse. Celle qui avait, tu sais, la figure avec plein de cicatrices. J'ai jamais vu l'espèce de Dollhouse, docteur. mais Ah, ça te plairait. ouais, je sais. Je pense que ça te donc plairait. forcément, ça me plaît. Voilà. Donc là, voilà, il se fait emmerder, mis sous les douches par évidemment les joueurs de foot de l'école qui n'ont pas de cerveau. Et là, en fait, il commence à faire vibrer toute la pièce. Et il se passe des trucs un peu chelous et son pouvoir se dévoile comme ça. Bah, ça ressemble un peu à ça. Tu vois, ça c'est au bal de promotion de fin d'année, machin. Et ils ont des feux d'artifice. Non, justement, c'est le pouvoir qui fait que tout explose. Donc. Voilà le principe, donc ça c'est Blink. Rien à voir avec le groupe de punk californien évidemment. Ils ont changé. Ouais. Donc là on voit qu'il y a des trucs technologiques, des espèces de. Ouais, alors c'est pas une, c'est un espèce de petit robot. Non, c'est un robot qui attrape les. Si, il y a une chaussure. Oui, il y a une chaussure aussi, oui. Il attrape la jambe. Il y a un robot qui attrape la jambe des. En train de lui faire mecs, la jambe. Alors il faut savoir qu'il y a une agence qui s'appelle donc les Sentinel Services. Ben là on voit derrière un bout du logo. C'est rigolo parce ça, Nicky Larson. Il y a une Helix, il y a une Helix, oui, enfin une Ellipse. Non, merde. Ah putain, l'ADN. C'est l'hélice en anglais, mais en français c'est Et l'ellipse. une ellipse. Je sais pas pourquoi C'est ce que j'ai dit. Oui, c'était Jimmy Chung. Ok. Et le truc est rigolo, c'est un drapeau américain avec ce truc-là. Enfin, le logo est assez fun. Donc, ça s'appelle Sentinel Services. Et en gros, c'est un service du gouvernement qui traque les mutants. Okay. Le gouvernement veut justement planquer ça, les enfermer. Sentinelle. Ouais, c'est bizarre. Bonne façon de cacher les vrais sentinelles. Les vrais sentinelles. La double hélice, c'est ça. C'est ça, hélice. Merci Fontagneux, mais bon, en tant que médecin, forcément, c'est facile pour toi. Du coup, on a ce truc-là qui veut les attraper et tout ça. Et en fait, on se rend compte tout de suite, et attention, accrochez-vous, bienvenue dans Heroes saison 1, qu'en fait, le père bosse pour les Sentinel Services. Le Bill qu'on a vu là. D'accord, ouais. En fait, il bosse avec pour ça. Un des leurs, un des nôtres. Voilà. Et en fait, on le voit tout de suite dès le pilote, en fait, il est confronté à un choix. Soit sa famille, soit son boulot et la sécurité, le truc en lequel il croit. Et en fait, on voit tout de suite qu'il choisit sa famille. Et en gros, comme il connaît des choses, il va servir de repenti, en gros. Et essayer d'aider les mutants à s'en sortir. Alors tout est underground, les mutants n'ont pas le droit de sortir, de se dévoiler, machin, sous peine de se faire attraper. Donc c'est très X-Men, même la série qu'on avait dans les années 90. Hein. Ouais, c'était terrible. Et on sait quand ça se passe par rapport à la chronologie des autres Non, X-Men. on n'a pas trop d'infos. Alors justement, c'est la série la plus proche des films, mais en même temps, ils n'ont pas le droit d'exploiter les héros des films. Ouais. Alors pas tous, c'est-à-dire que certains seconds rôles et machin qu'on a vus dans des films comme Day of the Future Past et tout ça, donc Blink voilà, qu'on a. Aussi, mais après voilà, on a Polaris, Eclipse, Thunderbird, l'agent Turner, je crois que c'est le père qui s'appelle l'agent Turner. Oui, c'est ça, c'est le père, l'agent Turner, donc il bosse normalement pour le service Sentinelle et qui donc là il a. Bon, c'est pas super original, El Chico, je suis d'accord avec toi. C'est un peu du déjà vu en termes le pitch de base, l'histoire de base. J'espère qu'il y aura un fil rouge autre que on veut échapper au gouvernement tout au long de la série. C'est cette série où le premier épisode est réalisé par Bryan Singer, non? Ouais, tout à fait. C'est lui qui va réaliser le premier épisode, donc le pilote. On y aura droit donc c'est automne, donc ça va être certainement octobre, je pense. À suivre. C'est une des séries, ouais, c'est complexe les droits autour des X-Men, Virtanas, ça tout à fait. Donc voilà, c'est une des séries, je pense, elle peut valoir le coup parce que visuellement elle est plutôt sympa. Dans le trailer, tu sens qu'il y a quand même quelques moyens qui sont mis dedans, ça fait pas cheap. Le fait de se concentrer, on est par exemple très loin de Agent of Shield,
qui est entre guillemets la série la plus proche de Marvel des films, mais qui au final est... Enfin, ils ont des miettes de budget, je pense, de trucs. On a pris un personnage qu'on a vu dans les films qui est Coulson et ça s'arrête là. Ouais. Là, on est plutôt sur un truc qui va se passer dans le même univers ou proche, justement depuis les reboots, depuis First Class et tout ça, et qui a l'air moins cheap. Voilà. Donc, pourquoi pas, ça s'appelle Gifted. C'est quoi, une saison qu'ils ont... Il y a une saison complète qui est prévue, donc je sais plus combien faire d'épisodes, mais je crois que c'est pas une série longue justement. Ouais, c'est pas un truc en 50 épisodes quoi. Ça risque d'être difficile de choisir entre ça et Inhumans. Mais justement, Inhumans, qui est entre guillemets censé être aussi proche de l'univers du MCU Marvel, fait complètement cheap à côté. Ah oui. C'est vraiment merdique. De la merde. Ouais, mais ça je suis d'accord. Visuellement c'est une catastrophe. Bah là c'est pas mal. Sneak. Voilà. C'est un peu ça. Bref, Gifted cet automne. D'ailleurs, juste pour revenir sur Castlevania, j'ai pas dit, mais c'est la saison 2 était déjà commandée et fera 8 épisodes. Voilà. 8 épisodes. Donc le double. Il se la joue Black Mirror. Putain, et encore à propos de Castlevania, un des mecs qui s'occupe de la production de Castlevania va peut-être s'occuper d'une version animée de Assassin's Creed. C'est vrai qu'il y avait la version animée de Assassin's Creed prévue. Premier sur les news. Non, t'en avais parlé dans GMZ, je crois, d'ailleurs. Oui. Voilà. Pas cette semaine, mais celle d'avant. Ça prendra l'histoire du film ou pas? Non, a priori non. On est plus proche du jeu puisqu'on a vu. Il y a une histoire. Il y a un film Assassin's Creed. Oh non. Tu l'as vu? Ouais. Oh pitié. Oh non. Je l'ai vu à 3h du mat, totalement bourré et c'était pas bien. Ah mais c'est parce que t'es bourré. En général, tous les films passent. À 3h du mat bourré, ça doit passer. Bah non, c'était chiant. Tout passe à 3h du mat bourré, je te le dis. Je te le dis, ça passe. Il faudrait vraiment que on fasse une déclinaison philosophique de ce podcast. Parce que j'avais plein de trucs à dire. J'ai vu le film, ce film est une merde. Tu l'as vu? Oui. Ah, c'est affreux. Moi, je l'ai pas vu, j'ai pas osé. Moi je l'ai pas encore vu. Visuellement c'est caca, l'histoire c'est caca. Voilà. Le jeu s'est planté. Le caca des pigeons, c'est caca. Pour exprimer comment le scénario pouvait être cool. Le film, il s'est même pas planté. Enfin bref, c'est pas le sujet. On va enchaîner avec un autre film qui sortira peut-être un jour. The Batman. Wow. Ça y est, c'est fixé. Ça devrait sortir pour 2017. 19, pardon. Prends pas tes rêves pour des réalités, s'il te plaît. Pour 2019, le réalisateur dont j'ai oublié le nom, et je l'ai pas noté là comme un couillon. Donc, Ben Affleck. Non, justement. C'est ce que j'allais dire. Il prendra pas le script de Geoff Johns et Ben Affleck. Ah, carrément. Donc c'est genre Ben Affleck, finalement, tu vas faire que acteur. J'en ai rien à péter, je veux faire ma vision de Batman. Donc tout le monde veut faire sa vision de Batman. Donc ça commence à être n'importe quoi. Je crois que c'est Mark, pas Mark Zuckerberg ou un truc, je sais pas. Mark Gatiss, qui on doit Sherlock et les meilleurs épisodes de Doctor Who, je pense. Matt Reeves, c'est ça, merci. Après, un truc assez intéressant, question Non, Julien Lepers. Il a déjà fait un Batman, Julien Lepers. C'est vrai. Rappelez-vous. Avec Tim Burton. Eh oui. Et il a fait un Spider-Man. Il a fait un Spider-Man. C'est lui le vautour, c'est Julien Lepers. Exactement. Putain, il est fort ce Julien Lepers. Le truc cool au niveau du film, c'est que ce sera a priori une grosse ambiance polar. Ça grosse ambiance détective, ambiance noire. C'est le truc. Ça c'est cool. Moi qui m'intéresse énormément. Mais voilà, c'était pour la petite news Batman. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé. Kev Adams, ça sera Robin, évidemment. Grave. Bon, bref, 2019. Alors, justement, vu que tu es dans Batman, tu as fait le musée d'art ludique à Paris. Exactement, parce que la semaine dernière, je suis allé voir un de mes groupes préférés de l'univers, Guns N' Roses, et du coup, j'étais sur Paris. Non, ils font pas des contretemps tout le temps là. Et du coup, j'avais un week-end à passer sur Paris, donc j'en ai profité pour aller voir l'expo qui est en ce moment au musée d'art ludique, l'art de DC Comics. C'est donc, en fait. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'illustration. Ah, j'avais mis. T'avais mis un lien Dropbox. Ouais, mais bon. Ouais. Je m'en occupe. Ok. Donc. T'as spoilé le sujet d'après. Cette fois, d'ailleurs, ce sera mes photos parce que cette fois, on a le droit de prendre des photos.
C'est une des premières fois, donc bon, je pense que ils ont peut-être un manque de communication ou un truc du genre, et ils ont besoin. Des premières fois par rapport à l'expo ou par rapport au musée? Par rapport au musé. Ah ouais. Ouais, le musée, tu pouvais pas prendre de photos. Ah ouais, pas loupé le concert. Axel Rose est toujours vivant, il déchire. Donc en fait, cette exposition retrace à peu près toute l'histoire de DC Comics et des super-héros. Donc on commence avec les premières planches de Batman, Superman, Wonder Woman, Justice League et tout le tralala. On voit énormément. Alors c'est une expo qui plaît autant aux fans de comics qu'aux fans des films. Bon, si tant est qu'il y ait des fans des films. Quel film? Voilà, tous les films. Suicide il y a Squad les premiers Superman, il y a Suicide Squad, il y a les Batman de Burton, il y a Man of Steel, il y a BVS, il y a même Wonder Woman. Donc c'est assez récent au niveau des objets présentés. Il y a beaucoup de trucs sur The Dark Knight, des maquettes, des costumes, énormément de costumes. Ça c'est hyper cool. On voit la moto de The Dark Knight, on voit énormément de choses, une reproduction du Tumblr qui est grosse comme ça, des maquettes de la prison de Bane, plein de trucs super impressionnants. Il y a énormément de concept art vraiment bluffant. Et contrairement à ce que j'aurais pensé, c'est pas les derniers concept art qui m'ont le plus vendu du rêve, c'est ceux de films de Burton. Alors Jeff, juste 2 secondes, puisque Jeff cherche, dans le doc, tu as un lien Dropbox. Ah, voilà. ça va m'aider, merci. Voilà. On demande s'il y a Suicide Squad, oui. Ouais, il y a Suicide Squad, il y a le costume de Margot Robbie. Et il y a les flingues aussi. Ah mais là du coup ça change tout. Ouais, j'ai pris des photos. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris des photos rapport à la prostate et tout ça. Aussi. Le costume de Catwoman de Burton. Ah oui, j'étais sur les concept art, sur les concept art des films de Burton. Gotham City, et c'est complètement taré. C'est au crayon à papier. C'est une feuille comme ça, et le mec il a dessiné sa vision de Gotham, et c'est complètement taré, c'est hyper beau. Et contrairement à tous les autres concept art qui pètent, ils sont tous hyper balèzes les mecs, mais là je sais pas, il y avait une précision, un truc réel en plus qui était hyper intéressante. Après bon, l'expo elle se fait, t'en as pour 1h30 je pense. Et, tu peux avoir un guide audio. Moi j'étais avec des potes, donc on n'a pas fait avec tout le guide audio, mais en général ça t'ajoute pas mal de compléments pour ceux surtout qui connaissent pas les univers de Batman. T'as des interviews de gens qui passent en vidéo. T'as des interviews de Zack Snyder, t'as des interviews de Geoff Johns, ouais. Il y a plein de trucs vachement intéressants. En fait, t'es toujours occupé en fait quand tu te balades dans cette expo. T'avances un peu partout. Je pense que là j'ai fini le sujet, donc les incrustes on les verra. Les maquettes, les maquettes, c'était par rapport à la mise en scène. Ouais, film. Ouais. En fait, à un moment t'as une maquette de Metropolis. Et je pense que c'était pour se représenter un peu. On en avait parlé, c'était voilà, pour qu'ils sachent où mettre les caméras aussi, etc. C'est vraiment cool. Donc ça c'est la toute première planche de Batman. Donc il y avait pas de bat-signal. Ah ouais, par contre c'est assez marrant de se dire, mais en fait moi maintenant je fais ça quoi. Je suis né trop tard. J'aurais pu. Ça, t'aurais pu faire dessiner ça, ouais. Mais c'est hyper cool. Enfin, pour ceux qui sont fans de DC Comics, c'est hyper intéressant de voir tout ça. Donc ça, c'est le costume de Christopher Reeves. Ouais. Et de Spider-Man. Non. Spider-Man. Oui, c'est ça. C'est ça. Si. Exactement, là on voit le lanceur de toile. Ça c'est la version Man of Steel. La version plus couillue. Ouais. Ah, il y avait celle de Brandon Routh aussi. C'est la version Balls of Steel. Mais franchement, ils ont mis le paquet sur énormément de planches, énormément de gadgets. Et c'est assez hallucinant. Et moi, quand je suis sorti de ce truc-là, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ces maquettes, quoi. Vraiment, le boulot, jamais tu penserais qu'il existait. Et tu te dis, putain, la maquette de la prison, elle est trop géniale. Je veux faire ça, c'est hyper cool. Donc bon, là, les dessinateurs, c'est des gros barjots.
Les détails du costume, c'est ouf. Ouais, alors ça c'était hyper cool aussi parce que les costumes, donc celui-là il est caché sous, enfin masqué sous verre, enfin on voit protégé par du verre, et les autres c'est une toile très fine, genre le costume de Batman de Burton il y est. C'est une toile très très fine trouée et du coup tu le vois vraiment, enfin t'as vraiment l'impression que tu peux presque le toucher. Ok. Et c'est vraiment génial pour profiter des costumes, ils ont vraiment pas fait semblant. Donc après t'as tous les costumes, voilà, hein, t'as les costumes de Schumacher. Il n'y a pas ceux avec les tétons? Si. Ah, photo, ça m'intéresse. D'ailleurs j'avais oublié que dans le film Batman et Robin, il a plutôt un costume de Nightwing et pas de Robin. Oui, tout à fait. Voilà les tétons. Voilà. Bon après, hein, pour l'autre partie du public, j'ai aussi pris le costume de Catwoman. C'est ça. Costume de Catwoman et de Margot Robbie, ouais, voilà. Il était pas trop mal son costume. Téton again. Bon, maintenant il a fini dans NCIS Los Angeles, mais tout à fait. C'était pas déconnant. Dommage que le film c'était une grosse daube. C'est une expo la mobile. CB. Temporaire. Je sais pas si c'est une expo mobile. C'est temporaire. Après, mobile, après c'est dans d'autres pays, je pense, ouais. Donc le costume de Wonder Woman, c'était assez cool de le voir. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait une bouche ouverte. Je ne sais pas. Je sais, voilà. On ne commentera pas. Ouais, je sais pas s'ils ont voulu s'amuser ou quoi, mais bon. Ah, l'armure. Ah oui, bah du coup il y avait les costumes de Batman de BVS, donc moi je les trouve vraiment excellents. Et l'armure, putain, en vrai, mais qu'est-ce qu'elle dépote, c'est un truc de ouf, hein. Tu la vois, tu fais pas le malin, tu te dis, waouh, cette grosse classe quoi. Tu sens que c'est solide. Ouais, ça c'est le cosplay de Timo. Exactement. Quand il a faim. I'm giving back to you. Ça c'était bah voilà, la moto, la grosse moto. Enfin franchement, il y a énormément de choses les à voir du Joker. Du Joker, ouais. Franchement, enfin, ça coûte 16,50 €. C'est quand même pas donné, c'est pas donné comme entrée de musée. Ça, c'est une planche mythique où Talia et Batman font des bébés. Et comme ça, il y a le fils maintenant, Robin, Damian Wayne, qui est le fils de ces deux-là. Donc voilà. Et les meilleurs costumes de l'univers, des meilleurs films du monde. Schwarzy. Le Schwarzy, Mr. Freeze. Après, c'est assez cool à voir en vrai. Hein. Le costume de Catwoman, il est vraiment, en le regardant de plus près, il est vraiment gros souvenir, super sympa. Je me rappelle, gamin, j'étais amoureuse de Catwoman. Oui, bah oui. Ah ouais. Avec ce costume-là, c'est dingue. Elle faisait un peu peur. Elle faisait un peu peur, mais elle était inquiétante en fait. C'est ça qui était sympa. Elle était instable et tout ça, et en même temps. Complètement pété. Ah oui, tu l'as pris sous tous les angles. Le costume, il marche bien dans tous les angles. Je vois. Il fonctionne bien. Et ça, c'est génial aussi voir les storyboards du générique du meilleur dessin animé de Batman de l'univers. C'est hyper cool. Enfin, moi, je me suis vraiment éclaté et j'avais les yeux qui pétillaient à chaque fois que je passais d'un cadre à un autre. Donc c'est voilà, à faire. Si vous êtes sur Paris, profitez-en parce que je sais plus jusqu'à quand elle dure, mais c'est classe. Cette statue, elle fait 2,50 m. Hein, ah oui. J'étais tout petit quand j'ai pris la photo. Ah oui, d'accord, ok. C'est le mémorial à la fin de The Dark Knight Rises quand Batman il s'en va vivre sa vie ou pas. On saura jamais. Est-ce que la toupie tombe? On saura pas. C'était dans le même film, non? Ouais, je crois. Hein. C'est le même acteur. C'est ça. Et est-ce qu'ils reviennent finalement du fin fond de l'espace aussi? Je ne sais pas. Bref. Ok, donc musée d'art ludique, l'art de DC Comics, n'hésitez pas à aller voir. C'est à côté de la gare d'Austerlitz pour ceux qui cherchent. Si vous êtes fan ou pas d'ailleurs, ça peut être une bonne visite. On va terminer avec Desktopographie. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est un projet, un concept d'un groupe qui s'appelle le Future Interfaces Group d'une université américaine qui en gros s'est dit comment faire pour créer de nouvelles interfaces en réalité augmentée sans avoir de casque et de lunettes et tout ça. Ouais. Avec des lentilles. En fait, ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il va nous falloir un PC pour faire tourner tout ça. Il va nous falloir un capteur pour la profondeur et tout ça, et le déplacement des objets, des mains et compagnie pour pouvoir interagir. Et un projecteur pour évidemment projeter l'image. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Salut Timo. Faible. Batterie faible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un mini PC avec un Kinect et un projecteur. Et le tout est tellement petit que ça peut remplacer une ampoule dans un plafonnier. Ah ouais. Voilà, c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ah, c'était pas dans l'expo ça? Non, alors là ils ont fait un boîtier imprimé en 3D avec le vidéo proche, machin, et il y a une caméra On type, dirait un micro. type Kinect. Il y a un concept, je crois qu'il y a une deuxième image où on voit, alors ça c'est en fonctionnement. Donc l'idée c'est que, voilà, c'est au-dessus du bureau. Voilà, ça c'était le concept avec le mini projecteur, il y avoir un ordi planqué par là et plus la caméra. De webcam, ouais. Voilà, et l'idée après c'est d'arriver donc à la première image qu'on a vue. Donc là, en gros, ça projette une calculatrice sur le bureau et on peut appuyer directement et interagir vraiment avec la calculatrice. Et on a aussi ce qu'on appelle le snapping, c'est-à-dire que tu vois par exemple là tout à l'heure la calculatrice était collée au MacBook, il a déplacé le MacBook et la calculatrice a suivi. Ah oui. Je sais pas si tu as vu, il y a un trait vert long qui en fait indique que l'application du coup est collée à l'objet. Et à un moment d'ailleurs dans la vidéo il le montre avec il a collé au livre et il bouge le livre et tu vois la calculatrice qui suit le livre par exemple. Excellent. Voilà, donc là c'est un calendrier et il déplace le calendrier directement sur la table. Tu zoomes avec 2 doigts, ça fonctionne vraiment avec, voilà, il a une carte par exemple, et avec ses 2 doigts il est capable de zoomer. On voit d'ailleurs qu'il a fermé l'application de calculatrice qui est dans le coin là-bas. Pour la fermer l'application il utilise 2 doigts et il fait le geste de dézoom. Ça donc, ouvre en général 2 doigts, mais... donc il utilise le geste pour réduire l'application, elle devient une icône en fait. Et après il peut la déplacer où il veut sur la table, l'icône. Et pour appeler le menu, il tape avec sa main 2 fois sur la table et il y a un menu qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre son menu. Ton menu? Ça n'a pas marché. Ah non mais 2 fois j'ai dit, pas une fois. Donc non, tu tapes 2 fois sur la surface et il va ouvrir un menu. En fait t'as un menu en rond avec les icônes et tu cliques sur une icône et ça ouvre l'app. Voilà. Et alors ça reste un concept mais il pense vraiment arriver à sortir quelque chose. Et je trouve l'idée pas trop déconnante pour la réalité augmentée, le fait d'avoir ça. Alors tu peux avoir une vidéo et ton Netflix et ton machin directement sur ta table, t'interagis directement avec ta vidéo, tu fais ton pote, ta pause et tout ça machin. Moi c'est vrai que souvent quand je fais à manger et autres, j'ai ma tablette avec Twitch ouvert. Par exemple hier quand je suis rentré du hand, toi t'étais en train de streamer Inc. Ouais. J'étais en train de manger, j'avais posé la tablette dessus et tout ça et c'était cool. L'ordi principal, il est connecté au Non, il est dedans. Il est dedans. Mais est-ce que tu peux contrôler à distance le truc pour dire... Pour le moment, ils sont pas rentrés dans ce genre de détails. D'accord, on sait pas comment ils ont ouvert la calculatrice Non. ou quoi que ce soit. Ah ben en fait si, directement comme ça. C'est-à-dire que tu appuies 2 fois, le menu apparaît, les applis apparaissent. Donc tu appuies sur calculatrice, ça s'ouvre. C'est indépendant. Ah oui, c'est indépendant. T'as pas besoin d'avoir un PC à part, il est dans tout ça en fait. Ok, sympa. Et je trouve l'idée pas déconnante. Et par exemple dans une cuisine, exactement, pour afficher tes recettes sur la table, si t'as une ampoule au-dessus, tu remplaces par ça. T'appuies 2 fois, t'as la recette de cuisine, machin, t'as ton navigateur web. Tu peux regarder ton stream de Twitch directement projeté sur ta table, tu vois. En plus comme tu peux tout déplacer et tout ça c'est pas mal et en fonction de la hauteur de plafond que tu as du coup tu as même une surface d'affichage qui peut être encore plus grande. Ouais. Peut-être tu perds en résolution mais... Même pas parce que le projecteur fait la mise au point et tout ça donc il n'y a pas de raison de... Donc ça gère qu'une surface plane. Ouais alors comme tu dis Nico Poppy c'est... Ouais ça gère une surface plane mais ça gère les objets dessus. Ouais. Il est capable, alors tu vois, c'est ça la différence avec le Sony Xperia Touch. Voilà, mais en fait. Il y a une genre de. Mais en fait, c'est le Kinect qui détecte ça. Il détecte l'endroit où tu tapes, mais aussi les objets présents. D'accord. Et donc, il détecte un volume. Par exemple, si tu prends une tasse et que tu la poses sur la calculatrice va s'éloigner. Pour pas qu'elle soit cachée par la tasse. Il est vraiment capable de détecter ce genre de truc. C'est pas mal. Blague à part. Ouais. En termes de technologie, Kinect, même si ça n'a pas. Été utilisé dans son utilisation première, à savoir de jeu. Ouais. Il y a quand même énormément de trucs qui sont basés là-dessus. Sur ça. Exactement. Parce qu'en fait, constamment, le HoloLens fonctionne avec ça et tout ça. Et pourquoi? Parce que on a un capteur qui est capable de détecter la profondeur et la zone dans laquelle tu appuies. Et pour ça, Microsoft a racheté une boîte d'ailleurs, israélienne à l'époque. Ils ont racheté cette boîte-là pour faire ce truc-là et ils ont eu raison. Parce que c'est un super concept quoi. C'est un super concept. Microsoft aussi, ils essayent de pousser vachement les étudiants à utiliser énormément de leurs produits et tout. Et du coup, ça aide à faire en sorte que ce device soit utilisé dans énormément de labos de R&D pour pousser des concepts qu'on n'aurait pas pensé en dehors de
du truc pour le jeu vidéo, quoi. Ouais. Donc, tiens, tu me fais une bonne remarque là, Nico Poppy, sur justement le Xperia Touch. Ça ressemble à ça. Alors l'Xperia Touch, je sais pas si vous avez suivi, hein, c'est un petit boîtier que vous me posez, un projecteur laser qui envoie en fait un Android sur n'importe quelle surface. Et tu peux vraiment appuyer sur les icônes et tout ça, machin. La nuance, c'est qu'il n'est pas capable de détecter si tu as posé un objet ou pas et ce genre de truc. On n'a pas cette détection fine. Mais ça repose à peu près sur le même concept. La nuance, c'est que là, c'est intégré dans un plafond. Où, tu vois, Romaric qui dit, moi, encore un truc qui demande quand même un aménagement spécifique de ta pièce. Bah, ça dépend. Si c'est un module que tu peux juste fixer. En fait, ça fonctionne sur un culot d'ampoule. Donc ça veut même dire que si, par exemple, tu n'as pas au-dessus de ta table une ampoule, tu peux très bien rajouter, effectivement. Ouais, ça, c'est le Xperia Touch. Voilà. D'accord. Ça projette, donc là c'est l'exemple du piano et c'est multitouch d'ailleurs. Ça marche pas mal. Honnêtement, ça marche pas mal. J'ai vu des démos du produit et c'est vraiment top. Mais voilà, là l'idée c'est que tu rajoutes pourquoi pas une lampe chez toi, comme la lampe de bureau qu'on a là-bas d'ailleurs, qui pourrait très bien. On a une lampe de bureau que vous avez certainement déjà vue dans les Geek Talk et tout ça. Dans les émissions Geeking, un truc Ikea à 9 balles. Ouais, voilà, mais moi j'en ai 2 à la maison qui me servent sur mes tables basses, mes tables de chevet, pardon. Et donc là, tu peux très bien imaginer mettre ce module dans ce type de lampe et te déplacer ton interface et la voir sur le bureau, quoi, en fait. Donc plutôt pas mal l'idée, je trouve. Pour du multimédia, voilà, ce type de lampe. C'est plutôt cool. Sur une table basse par exemple, c'est vrai qu'on s'est toujours dit ouais, Surface c'est cool quand même. T'imagines, t'as des potes à la maison, on lance l'appli sur la table, machin et tout. Mais en fait, tu peux arriver à faire ça avec ça. Ouais, au-dessus de la table du salon, ouais. Ça peut être sympa. Ouais. Exactement. Du coup, tu peux avoir plein d'applications pour ça. Bon. Voilà, on n'a pas de prix, rien du tout, puisqu'on en est au concept et au test. Ouais, c'est le gros proto, quoi. La vidéo est assez impressionnante. Hein. Si vous allez chercher Desktopographie sur YouTube, vous allez voir, la vidéo est assez impressionnante, surtout le snapping, c'est-à-dire le fait que l'appli soit capable de suivre un objet physique. Et ça marche vachement bien quand même. Donc c'est assez bluffant quand tu as ton MacBook, tu colles la calculatrice compte, tu bouges ton MacBook, la calculatrice le suit, ou un livre et tu bouges le livre et ça suit le livre, c'est assez cool quoi. Donc c'est pas mal cette interaction et ça fait en gros de la réalité augmentée sans avoir à utiliser un téléphone ou un casque ou des lunettes. Oui, parce que c'est une grosse contrainte à chaque fois d'avoir à regarder à travers un truc. Voilà. Bon évidemment si c'est en plein soleil machin et tout, ça va commencer à devenir un peu compliqué pour le projecteur hein, comme d'hab. C'est la limite du système, mais voilà. Puis ça fait pas de 3D quoi. Non, ça fait pas, voilà, c'est ça. Mais voilà, du coup, pas mal. Allez voir, c'est plutôt cool. Sur ce, mon ami Jeff, je te propose d'envoyer le jingle de fin. Fin de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Est-ce qu'on parle de l'IRL ou c'est fini? Non, c'est fini, on peut plus s'inscrire? C'est fermé? Si. Non, on peut toujours s'inscrire? Ok, donc vous pouvez toujours vous inscrire à l'IRL du 5 août si vous voulez venir nous voir. Parce que ce sera cool. Sur Bordeaux, ça va être cool. On est déjà nombreux d'ailleurs. Forcément. Hein. Très nombreux. 850 aux dernières nouvelles? Ouais, c'est ça, je crois. Non, c'est pas 895? Ah, peut-être. Je crois qu'on était 895 tout à l'heure. Donc voilà, geeking.fr, vous allez voir en haut un truc IRL 2017. N'hésitez pas à réserver votre place. Ah, 69 inscrits. 69 inscrits, ce qui est pas mal. Sans nous. Sans nous, oui, c'est vrai, sans nous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et on sera tous là. Et on sera tous là normalement. Même Julien. Charlie, ah ouais? Même moi. C'est vrai? Ouais, Julien, on devrait être là. Donc n'hésitez pas à venir. Alors je vais voir, j'arrive à la fin. Et oui, Shelgak, tu arrives à la fin. J'avais essayé d'avoir des tests là, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais peut-être qu'on aura une autre surprise. Voilà. Une cabine de Doctor Who. Peut-être. Peut-être. Putain, on va la trimballer. Hein? En fait, alors attends, je me permets. Hein, et on l'a fait gagner. Est-ce que tu veux vraiment qu'on déplace ce machin qui pèse 3 tonnes et demie? Bah Cédric il fait P90 maintenant. Ouais, je pense que dans un bras une porte, dans l'autre une autre porte et c'est bon. Ça passe, easy. Je vois pas le problème. Et ouais.
Donc bref, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour nous rejoindre, il y a la boutique aussi qui est en ligne, si vous voulez la voir. C'est toujours pareil, geeking.fr. Quelque chose à ajouter, messieurs, à part que les gens doivent aller sur l'agenda pour suivre les streams parce que c'est un peu chaotique. C'est ça. Mardi, pour ceux qui nous suivent en direct, on a... Qu'est-ce qui se passe? Mardi, on a notre débat sur les robots. Rappelez-vous, le débat sur la robophilie. Oui, Jeff, il est déjà en train de faire des facepalms. On va reparler... Et avec qui tu vas débattre? Nelliger, entre autres, qui sera sur Discord ou sur je sais pas quoi. Et toi, évidemment, tu seras avec nous. Oh putain. Et oui. Et d'ailleurs, je pense que cette histoire de devoir éjaculer 21 fois par mois pour lutter ça peut aider. Pour lutter contre le cancer de la prostate, finalement, peut-être qu'on va trouver une utilité aux robots sexuels. Achète-moi un robot. C'est ça. Ça peut peut-être servir. Un argument de plus pour le camp des pour. C'est pas... C'est ça. Donc on va reparler. Non, on va traiter le sujet évidemment sérieusement, mais autant vous dire que ça va déraper. Sérieusement, je voulais vraiment que après Geeking, je trouve plus d'autres boulots en fait. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Non. Okay. Mais on avait fait un débat sur la robophilie, mais le sujet est revenu il y a pas longtemps puisque on a découvert récemment que certains robots avaient été très bien il est tellement parfait ce gif. On a découvert que certains fabricants de robots sexuels avaient décidé d'ajouter un petit peu d'intelligence artificielle en faisant par exemple résister les robots. Ouais. Oui, j'ai vu que du coup ça posait problème. Ah oui. Voilà, ce genre de choses. Il y a pas des trucs avec des robots enfants aussi? On en parlera mardi. Si tu sais pas quoi faire mardi soir, Charlie, tu peux venir. Je paierai les sushis avant. Venez, on en discute. Mais voilà, on va évidemment parler sérieusement de ce sujet-là. On en avait parlé pour l'IA et pour les robots, sur le fait d'exploiter une intelligence inférieure, entre guillemets, et ce genre de choses. Bref, un débat de société évidemment très important. Voilà, magnifique ce gif. C'est de la VR, ça. Oui, je sais pas ce que c'est, mais voilà, je ne veux pas savoir. J'ai l'impression c'est comme ça qu'on trait les vaches, non? Un truc comme ça. Je vais couper le chat. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir évidemment mardi soir après 21h quand les enfants seront couchés. Sur ce, geeking.fr/agenda pour connaître la suite. Et on vous dit merci Tigri. À bientôt. Ciao. Quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com.